Bonjour, je suis Quentin Bordage, le fondateur de Call Square, plateforme d'influence marketing. Alors, nous, on parle aussi de call marketing, call comme KOL, Key Opinion Leader, pour les termes en anglais. Je viens de fêter mes 10 ans dans ce secteur qui s'est radicalement transformé pendant cette période, vous l'imaginez bien. Et on parle aujourd'hui de la révolution de l'influence marketing. On en parle comme d'une radicale transformation de l'industrie des médias et aussi du digital. C'est devenu ce qu'on appelle un Eldorado. Alors un Eldorado qui suscite énormément d'espoir et de fantasmes, mais aussi son lot de mythes et de légendes. Alors, je pourrais dire tout simplement qu'aujourd'hui, les gens savent que l'influence marketing fonctionne, mais les gens ne savent pas exactement comment on fait, comment faire de l'influence marketing efficacement pour gagner en notoriété ou gagner des clients. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec mon invité, qui est le fondateur de Cheers, le cofondateur de Cheers. Donc j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Antoine Lecomte, qui est aussi Chief Emotion Officer, tu nous diras ce que c'est, de Cheers. Donc Cheers, c'est quoi? Si vous ne les connaissez pas, c'est une référence en Europe pour l'impression de photos, quels que soient les types de supports, tu nous diras. Cheers, c'est aussi une success story, puisque en quelques années, vous avez réussi à croître énormément, et avec une exit en 2018, si je ne me trompe pas, par CV, un gros acteur allemand. Je crois que votre success story, elle est aussi basée en partie sur l'influence, tu pourras nous en parler. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de parler de l'influence et de ta vision de l'influence, votre manière d'utiliser Cheers sur l'influence. Vous avez été un des pionniers en Europe pour faire de l'influence et en faire efficacement. Donc le challenge aujourd'hui, c'est que tu nous partages ton retour d'expérience, peut-être ta secret sauce sur l'influence. Antoine, es-tu prêt? Je suis prêt à tout vous révéler. Bon, c'est parfait. Et ce que je te propose pour commencer, c'est peut-être de te présenter ton parcours et puis nous parler de Cheers. Salut Quentin, donc je suis Antoine. Merci pour cette petite introduction. Je suis le cofondateur de Cheers, qu'on a monté il y a 8 ans. Tu l'as bien expliqué, c'est un service d'impression de photos, principalement basé sur les photos mobiles, depuis les mobiles. Donc c'est une application d'impression de photos qui a bien grandi. Ça fait 50 millions d'euros en 2020. C'est rentable. On est entre 150 et 200 collaborateurs. On a une partie production aussi dont on est très fiers. On produit nos propres photos en Île-de-France. Comme tu le disais très bien, ouais, on a acquis une base de clients assez importante depuis 8 ans. L'influence marketing étant un des leviers. C'est pas le levier principal, mais ça a été un levier assez clé, surtout sur les 4 dernières années. Voilà. Et Vous êtes présent dans quel pays aujourd'hui? On est présent dans tous les pays d'Europe, mais nos 3 gros marchés sont la France, l'Espagne et l'Italie. Okay. Et ensuite, on est relativement présent en Allemagne, dans les pays nordiques, un petit peu partout. Au UK aussi. Voilà. Donc on parle aujourd'hui de Cheers comme d'une success story, c'est ce que je disais en introduction. Quelles ont été vos étapes principales, si tu devais résumer, dans votre croissance? Donc je crois que vous avez été fondé On s'est fondé en 2012, ouais, exactement, 2012, sur un premier... En fait, tout est parti d'une envie qui était de dépoussiérer le marché de l'impression de photos, qui était trusté par des entreprises dont on estimait qu'elles pouvaient faire mieux. Avec des marketing pas très inspirants, des sites pas très faciles à utiliser. Nous, le premier constat autour de nous, c'était que tout le monde s'arrachait les cheveux à l'idée de faire des produits photos. Pourtant, tout le monde aime le produit, mais personne n'aimait le faire. Et ça, c'est une phrase qu'on répète souvent chez nous. Donc, on a travaillé, on s'est dit, OK, on va créer une expérience d'impression de photos qui soit vraiment smooth, fluide, pour les utilisateurs, pour leur proposer quelque chose de facile et que ce soit ludique, quoi. Ça devrait être un plaisir de prendre un peu de temps, naviguer dans ces photos et faire un produit. On pensait que technologiquement, on pouvait apporter une amélioration sur ce marché, donc on s'est lancé. Le mobile est venu spontanément à nous dès la fin d'année 2012, et on s'est rendu compte que les photos étaient beaucoup prises avec des mobiles. Il faut se remettre dans les 2012. C'est ce que j'allais dire, c'est l'explosion du mobile et du social media. Oui, mais c'était pas encore la folie, au sens où la qualité des photos était pas encore incroyable, la connectivité non plus. On était encore en edge, c'était pas encore la folie de la 3G, donc se dire qu'on allait charger 20, 30, 40 photos depuis son téléphone, c'était compliqué. Donc c'était quand même un pari audacieux. Et puis, en fait, tout est allé dans notre sens. La qualité des appareils photo dans les téléphones s'est vachement améliorée. Il y a eu la 3G, la 4G. Les forfaits data aussi ont vachement grossi. On est passé de forfait à j'ai 5 gigas à je suis illimité.
Donc, tous les freins un peu structurels du marché se sont levés et voilà, on est en train de surfer sur cette bascule qui s'opère sur le marché de la photo numérique avec des sites web à la photo mobile avec des applications mobiles d'impression de photos. Voilà. Donc on est le leader sur ce segment aujourd'hui en Europe. On est celui qui acquiert le plus de parts de marché et on est vraiment qu'au début de l'aventure. Et juste pour comprendre, toi, ton parcours, c'est quoi avant de créer, de cofonder Cheers? Donc avant de cofonder Cheers, mon parcours pro, j'avais eu une autre expérience. J'avais monté une première société quand j'étais étudiant qui s'appelait programmetv.net, qui était le programme TV sur Internet. Donc un peu même genre d'histoire. À l'époque, les quelques sites qui existaient étaient vraiment hyper mal faits, très complexes. Ça avait copié-collé un peu les magazines. C'était 7 jours. Tu vois, les vieilles grilles de magazines où tu as le dimanche et en fait, c'est une espèce de t'as toute la journée, tu comprends rien entre à quelle heure sont les prime time et tout. On avait fait un site super simple, ça s'est extrêmement bien passé. 3 ans plus tard, on l'a revendu à Prisma Presse et c'est aujourd'hui le site téléloisirs.fr. Voilà, enfin, ils l'ont bien fait grandir depuis, mais c'était déjà un gros site français. Ça, c'était en 2007. J'ai fini mes études à l'EM Lyon et ensuite où j'ai rencontré Aurélien et on a eu l'envie de se lancer dans Cheers directement après nos études. Donc on a fait le même parcours, je savais même pas. Très bien, et si ça te va, maintenant on va parler un peu d'influence. Et ma première question pour toi, c'était quelle est ta définition de l'influence et qu'est-ce que pour toi un KOL, un influenceur? Je vais avoir une définition assez pragmatique. Je trouve qu'un influenceur, c'est une personne qui a réussi à fédérer une communauté, qui va avoir et qui a donc un pouvoir de prescription sur sa communauté. Voilà. Il y a tout type d'influenceurs sur tout type de sujet avec plus ou moins de pouvoir de prescription. Donc ça, je pense qu'on est tous influenceurs. Il y a d'ailleurs des sociétés qui se sont lancées sur le tous influenceurs où tu peux être un influenceur pour ta famille proche parce que tu t'y connais en tech et donc tu vas leur dire ce nouveau téléphone il est génial, il faut que tu l'achètes. Et en fait, il y a simplement pas forcément seulement sur le digital d'ailleurs. Ça peut être non. réel. Ouais, exactement. Je pense qu'on est tous influenceurs et il y a certaines personnes qui ont, à un moment donné, eu envie de faire l'effort d'utiliser des médias plus puissants. Donc, nous, quand on s'est lancé, le média, je pense, le plus fort pour l'influence, c'était le blog. Ensuite, ça a été la page Facebook, ensuite le compte Insta, ensuite le compte Snapchat, ensuite le compte TikTok. Voilà, quel sera le prochain, je ne sais pas. Mais c'est ces gens qui ont eu l'envie, à un moment donné, de toucher un maximum de monde sur un sujet sur lequel ils se sentaient pertinents. Ok, cette dimension médiatique qui est importante, cette puissance médiatique avec le digital. Bien sûr, ça leur a donné les moyens d'exprimer de manière beaucoup plus large leur savoir-faire, leur expertise sur des sujets particuliers, ou leur humour, ou leur bonheur, leur tuto bien-être, leur super recette de cuisine. Voilà, plutôt que d'avoir un espèce de bouche à oreille dans la vie réelle sur un cercle restreint, je pense que les plateformes digitales qui se sont créées leur ont permis de toucher des communautés un peu plus larges, et de fédérer et d'être prescripteurs. Et donc du coup, chez Cheers, vous avez commencé à faire de l'influence il y a pas mal de temps, il y a 5 ans je pense, même plus, tu vas me dire. Et raconte-moi un peu votre histoire avec l'influence marketing, comment vous avez découvert ça et qu'est-ce que vous êtes allé chercher à travers l'influence marketing? Ouais, alors en fait en y réfléchissant, je te disais 4 ans parce qu'il y a 4 ans on a vraiment tout organisé, une équipe autour de ça chez Cheers. Mais on en fait depuis très longtemps. Alors, je repense à 2013-2014, effectivement, on cherchait à travailler avec des blogueurs, des leaders d'opinion, des KOL, comme tu disais, et on leur disait, je me rappelle très bien des emails de l'époque, c'était « Salut, j'adore ton blog, je le parcours régulièrement, on serait hyper fiers que tu parles de nous, est-ce que tu voudrais tester notre service, et si ça te plaît, alors tu pourrais éventuellement en faire, le partager à tes lecteurs, lectrices, parce que je pense que ça pourrait les intéresser. » Donc quasiment au début. Je me rappelle quasiment de la première personne avec qui on a noué une relation sympa dans l'influence, qui s'appelle Delphine Desneiges. Elle a un blog qui s'appelle Didi, Didi from Paris, ou Didi Paris, je sais plus, sur lequel je vais encore de temps en temps. Et pour nous, c'était un moment de joie, le jour où elle a accepté de parler de Cheers, qui s'appelait pas Cheers à l'époque, qui s'appelait Polabox. Et elle avait fait un super article en disant pourquoi c'était génial, voilà. Et on avait fait des ventes, je sais pas, on avait dû faire une centaine de ventes avec l'offre qu'elle avait partagée à ses lecteurs.
Et puis... Et vous l'aviez payé? On l'avait pas payé. Ouais. Non, on ne payait personne parce que déjà on n'avait pas les moyens et parce que notre démarche, elle était vraiment humaine. C'était, voilà, on a lancé un produit, on est une jeune société, qu'est-ce que t'en penses? Fais-nous un feedback. Si ça t'intéresse, on t'offre le produit. Et si jamais ça t'intéresse encore plus, t'en parles et libre à toi. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Voilà. Et puis... et comment vous l'aviez trouvé à l'époque? On l'avait trouvé parce que la femme d'Aurélien travaillait dans une société, elle l'avait contacté, elle leur avait parlé de nous, et donc on était rentrés en contact, Un peu par hasard, finalement. et on s'était bien entendu, et voilà, et c'était une fille qui était super sympa, et du coup elle avait partagé, mais vraiment, je pense parce que fondamentalement, elle trouvait que c'était un produit utile pour ses lectrices. C'était authentique, quoi. Ouais, exactement. Très authentique, et ça on en a eu régulièrement parce qu'on a réussi à convaincre d'autres personnes. Voilà. Donc ça c'est vraiment le début, mais difficilement scalable parce que assez vite on se prenait des refus et on a vu le marché se structurer avec des personnes avec qui on avait une relation, une vraie relation. On se parlait quand on avait des nouveaux produits et du jour au lendemain on a une réponse pas de cette personne, on a une réponse de quelqu'un qui nous a dit bonjour, je suis l'agent de cette personne. Désormais, je vais centraliser les demandes des marques de cette personne et ce sera 4-5 000 euros pour un article de blog et puis 500 euros pour un post Instagram. Voilà. Donc, on a vu le truc se professionnaliser. Et là, je pense qu'on a eu un petit moment de flottement où on a un peu arrêté en se disant, je sais pas, un peu con, un peu fier peut-être. Attends, on va pas payer 1000 balles pour un article de blog. Puis il faut les moyens alors du coup à ce moment-là. Puis il faut le faire beaucoup. Et puis on avait d'autres leviers d'acquisition très performants comme la publicité Facebook sur lequel on a vraiment atteint un niveau d'expertise assez élevé, je pense. Donc on avait un peu mis ça de côté. Et puis 2015, une histoire assez incroyable. On nous contacte. Donc on est très perf dans notre façon de faire de dépenser notre budget marketing. On est vraiment ROI-centrique. Et on nous contacte, on nous dit « Je peux vous faire de l'app install à 20 centimes. » À savoir qu'à l'époque, l'app install pour Cheers, on l'a payé entre 80 et 1,40 €. Donc quand on nous dit 1 centime, on regarde. On avait fait des opérations un peu équivalentes avec My Little Apps à l'époque, où en fait, ils nous faisaient un push. Et nous, on payait à l'app install aussi. Voilà. Donc, on disait, OK, on regarde 20 centimes, on va regarder. Tu t'as dit 1 centime ou 20 centimes, 20, 10 plus 10. Donc, on y va, on fait le test. Et c'était via un influenceur Snapchat. Donc, on se dit, bon, franchement, on n'a jamais testé Snapchat. Il n'y avait pas la publicité sur Snapchat à l'époque. On ne maîtrisait pas du tout bien le... Donc, 2015, Snapchat, c'était pas encore hyper répandu. C'était quand même assez répandu, mais c'était... Très jeune. Ouais, c'était très jeune. C'était l'époque où ils refusaient un peu les offres à 2-3 milliards de Google et Facebook, donc c'était quand même... C'était là, quoi. Ouais, c'était déjà là. C'était tendance, mais pas forcément confirmé encore. Exactement. Et puis, on fait le test, et là, 25 000 downloads dans la journée. Ce qui est huge. Top du store en France. Donc vraiment... On a halluciné, on s'est dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette folie furieuse? On a cherché à comprendre, on a compris comment ça se fonctionnait. Donc la personne... 20 centimes ou moins de 20 centimes Ça nous a coûté 5 000 euros. Ouais, pour 25 000, ok. Ça nous a coûté 5 000 euros, pareil, voilà. Donc on a fait le chèque, et puis des downloads et des ventes. Pas que des downloads. Donc c'était pas l'escroquerie de... Ils avaient acheté un parc de followers quelque part, voilà. Qui téléchargeait. Ok. On a regardé la story, on a vu que c'était une influenceuse française, de la télé-réalité, et là, on a creusé, quoi. On s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on comprenne comment ça marche. Et donc, on est allé voir, on a sniffé un peu le marché, on a rencontré, on a vu qu'il y avait des influenceurs de la télé-réalité qui commençaient à avoir des grosses communautés sur Snapchat. La plus grosse à l'époque, c'était Jessica Thivelin, qui avait déjà passé le 1 million d'abonnés sur son compte Snapchat. C'est avec elle d'ailleurs qu'on avait fait la première opération. On regarde s'il y en a des équivalents, on en trouve un autre équivalent, on fait le test en direct cette fois, et non pas en payant 20 centimes l'install, mais en disant on va te payer 800 euros pour que tu fasses un post sur nous. À l'époque, personne ne le faisait, quoi. Vraiment, personne ne le faisait. Et on a payé 800 euros, bam, rebelote, j'ai plus le chiffre, mais 15-20 000 installs dans la journée, et là, et des ventes, quoi. Et on se dit, mais waouh, c'est puissant quand même, il se passe un truc. On creuse, on se rend compte qu'il y a un agent de star de la télé-réalité qui émerge,
qui est assez connu dans le milieu, je pense, aujourd'hui. On essaie assez vite de nouer une relation avec cette personne en disant, bah ok, nous ça marche, donc en fait, si tu nous ramènes du monde, c'est parti, quoi, on y va. Et petit à petit, comme ça s'est construit. On a pris plein de cagoules, hein. Il y a des gens qu'on a testés, voilà, on a payé 800 € le poste et en fait, c'est rien passé. On a appris, et puis on est passé assez vite dans une démarche purement héroïste. On teste tous les influenceurs, on leur donne un code, on regarde le chiffre d'affaires généré par l'influenceur, on divise ce chiffre d'affaires par le coût qu'on a payé. Et si c'est supérieur à 1, bah, c'est intéressant. Si c'est inférieur à 1, c'est pas intéressant. Et on arrête de travailler avec cet influenceur et on continue à travailler avec les influenceurs qui sont rentables. Et donc, on a dû tester, je sais pas, 1000 influenceurs depuis 4 ans et on scale. Donc aujourd'hui, vous faites de l'influence principalement avec un objectif d'acquisition? Uniquement sur un objectif d'acquisition de clients. Il y a aussi d'autres, on en parlait tous les deux, il y a aussi d'autres marques qui vont travailler aussi sur la noto, sur les valeurs. Donc vous, c'est uniquement de l'acquisition et vous avez une démarche volumique, c'est-à-dire que vous avez contacté beaucoup d'influenceurs. Beaucoup, on cherche principalement... En fait, je vais t'expliquer comment on fonctionne aujourd'hui, mais le point de départ, ça a été de se dire, on regarde pas avec qui on bosse. Okay. Quel que soit le type d'influenceur. Ouais, on a longuement hésité. Hein. On a longuement hésité parce qu'on s'est dit, ouais, mais sur notre marque, il y a quand même des personnes avec lesquelles on a bossé sur la marque. Ça fait pas rêver, quoi. Ouais. Parce que c'est pas les influenceurs quand tu me demandais la définition d'une influence qui ont une expertise, un œil assez. Parfois, c'est quand même un peu du vide. Mais ça fonctionnait, donc on ne s'est pas posé beaucoup de questions. Oui, puis par ailleurs, tu es en B2C, donc tu construis une marque, donc tu as un goodwill sur lequel il faut être vigilant. Sur la marque, donc il y avait pas mal de gens dans mon équipe en interne qui challengeaient beaucoup. Non, mais attends, on peut pas faire ça, on peut pas travailler avec lui, on peut pas travailler avec elle, attends, c'est dégueu, c'est sale, je veux pas y aller. Bon, moi je suis pragmatique, je me dis, il faut quand même qu'on aille générer beaucoup de croissance, on est attendu, on a levé des fonds, il faut qu'on accélère. Vous avez des fonds aussi et des exigences de croissance assez élevées. Ouais, c'est un marché concurrentiel. Ouais. Et comme tu le disais super bien en introduction, ouais, moi c'est un Eldorado, c'était le Far West au début. Et on a dit, vas-y, on y va. Et on en est arrivé en fait à travailler en se disant, finalement, ce qui fait notre marque, c'est pas comment les gens nous connaissent, c'est l'expérience qu'ils vont vivre avec notre marque. Et ça nous a pas mal rassurés. Parce que derrière, on a un vrai service de qualité, on a des produits qui sont haut de gamme, on a une expérience sur l'app qui est premium, les gens reçoivent vite leurs produits, ils reçoivent un beau produit. Donc en fait, ce que les gens vont partager ensuite comme expérience, c'est pas cette Cheers, c'est la marque que j'ai connue avec tel influenceur, c'est cette Cheers, c'est une app géniale avec laquelle j'ai pu imprimer mes photos. By the way, c'est passé par cet influenceur. S'il veut, mais en fait, je me suis dit que l'expérience que les gens vont vivre avec notre marque, elle est plus forte pour la construction de la marque que comment ils nous ont connus. Okay. Voilà. Il faut quand même noter, c'est important de le dire, que les influenceurs ont tellement fait n'importe quoi entre 2017 et 2018, je pense qu'il est pour moi le summum du n'importe quoi sur les gens avec qui ils ont bossé. En gros, c'était arnaque au blanchiment dentaire, arnaque au détox, arnaque aux barres nutritives pour être moins fat. Dropshipping à gogo sur n'importe quelle merde chinoise vendue 100 fois le prix. Et allant jusqu'à promouvoir des crypto-monnaies sur des plateformes d'arnaque, qu'il y a commencé à avoir une certaine défiance. Et je me rappelle avoir reçu des étudiantes qui voulaient faire un rapport pour leur master, qui étaient venues chez Cheers. J'aurais dit, comment vous nous avez connus? Elle nous dit, je vous ai connus via les influenceurs. Ce qui était marrant, c'est qu'elle nous a dit, honnêtement, quand j'ai vu votre truc, je me suis dit, ça doit encore être une arnaque. Mais j'ai quand même testé. Donc, je me dis que c'est une arnaque, mais je teste quand même. Intéressant. Et au final, j'ai trouvé ça génial et j'ai trouvé ça fantastique. Et ça m'a même rassuré sur la qualité de cet influenceur. Okay. Donc, double effet qui se clôt. Ouais, exactement. Elle a vu que c'était une arnaque, mais elle a quand même essayé. Ensuite, elle a vu que c'était super. Et donc, ça l'a aussi conforté dans le fait que cet influenceur n'était pas en train de pousser que des arnaques. Mais ouais, il y a un moment, on s'est vraiment posé la question de se dire, en fait, c'est en train de devenir tellement dégueu. On va prendre tout ce qu'on peut prendre pendant les 18 mois qui arrivent. Et il faudra qu'on arrête au bon moment. Parce qu'en plus, les prix ils ont fait x10, je pense, en 3 ans, sur le prix du marketing d'influence. Les prix sont devenus vraiment très élevés.
Et la qualité des influenceurs sont variables, quoi, de l'un à l'autre, quoi. Ça reste un marché où il y a... Ça reste un marché où il y a des comportements vraiment pas bien et pas pro, quoi. Entre les mecs qui t'annulent au dernier moment, le mec qui parle de toi et de ton concurrent à 24 heures d'intervalle, sachant que tu payes 5 000 € le poste, ça fait vraiment chier. Voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font qu'il y a beaucoup de défiance aussi, je pense, des marques sur ce marché. Tu disais que le pic pour toi, c'était plutôt 2018, parce que tu considères que depuis quelques années, ça s'est amélioré. Tu dis qu'aujourd'hui, c'est toujours problématique, en fait, parce qu'il y a des KOL, des influenceurs qui jouent le jeu, d'autres qui jouent moins le jeu et qui sont plus ou moins responsables, en fait, dans leur attitude et plus ou moins professionnels. Tu penses que ça s'est amélioré aujourd'hui ? Je pense que la qualité moyenne s'est améliorée, mais les prix ont tellement monté que c'est pas forcément plus intéressant non plus. En fait, disons qu'en 2018, c'était très peu structuré, c'était peu cher, il y avait beaucoup de performances à aller chercher. Donc, les quelques à côté sur la marque ou le risque que ça pouvait comporter, ça passait parce que il y avait plus d'avantages que d'inconvénients. Il y avait vraiment, enfin, nous, c'est pas compliqué. En 2017, on fait 15 millions d'euros. Depuis 2017, on a fait 27 millions, 40 millions, 50 millions en 3 ans. Notre budget d'influence est passé de 50 000 € à 1,5 million d'euros aussi en annuel. Et donc, on a vraiment réussi à structurer une vraie machine marketing avec l'influence. Ce qu'on a vu, c'est la qualité s'est améliorée, le Far West s'est un petit peu calmé, mais les performances sont fortement en train de baisser. Donc en fait, maintenant, on bascule un peu dans un modèle très perf aussi, et on commence à se poser des questions sur peut-être un modèle un peu plus travail de fond sur la marque des influenceurs avec lesquels on bosse. C'est intéressant parce qu'à chaque fois que je parle avec des pionniers, il y a d'autres marques, notamment des DNVB comme vous, qui ont compris très tôt l'intérêt de l'influence marketing et qui me disent, même quand ils caricaturent, ils ont tendance à dire l'influence marketing, ça marche plus. Mais c'est aussi, je leur fais souvent relativiser ça, c'est qu'ils ont aussi connu cet Eldorado dont tu parlais très très bien tout à l'heure, avec des performances complètement hallucinantes et un marché qui était très peu concurrentiel en fait finalement, parce qu'il y avait peu de marques qui étaient positionnées là-dessus. Aujourd'hui, vous souffrez aussi, j'imagine, d'une concurrence qui est accrue, puisque l'influence est devenue un must-have, et surtout en certains secteurs comme le vôtre. Et donc ça aussi, ça doit jouer sur l'augmentation des prix, parce que le nombre d'influenceurs n'est pas infini, même si potentiellement il est de plus en plus nombreux tous les jours. Et ça doit avoir un impact pour vous aussi, j'imagine. Bien sûr, ça a un impact sur les prix. Ça a un impact aussi sur... on ne s'attendait pas à garder le monopole sur l'influence, mais en fait, on est allé tellement vite. Ouais. Vraiment, on est allé tellement vite en 2017-2018 sur la construction de tous nos process, toutes nos équipes. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, c'est 6 personnes à temps plein d'influence chez nous. C'est la question que j'allais te poser. Donc aujourd'hui, tu dis que c'est 1 million d'euros. 1,5 million de budget à peu près. 1,5 million, c'est énorme. C'est plus que certaines grandes marques de cosmétiques en France, par exemple. Mais donc c'est significatif. Et la question derrière, c'est votre organisation. Alors c'est 6 personnes, tu dis ? C'est 6 personnes sur les 3 pays, grosso modo. D'accord. Et qui sont réparties comment ? Elles font quoi, ces personnes ? En fait, donc, comment on est organisé aujourd'hui ? On a réparti l'influence en trois équipes. Enfin, il y a 3 modes opératoires d'influence. Il y a la micro-influence. D'accord. Ça, on n'en a pas trop parlé encore. Mais c'est plutôt des influenceurs de qualité qui ont envie de parler de nos produits parce que ça les intéresse, ou ça peut intéresser leur communauté, à qui on offre des produits plus un petit discount pour leur communauté. Okay. Là, on va travailler avec certaines plateformes pour les trouver et s'assurer de tout l'opérationnel avec eux. Donc ça, c'est une approche très affinitaire avec eux. Il faut vraiment qu'ils aient un lien affinitaire avec la et volume, parce que comme c'est des petites communautés, il faut en faire beaucoup pour que ça commence à générer un chiffre d'affaires. Individuellement, chaque KOL, chaque influenceur est très affinitaire avec votre produit et votre univers. Ouais. Mais il faut que vous en fassiez beaucoup. Exactement. Pour que ça ait un impact, quoi. Exactement. Et on va les trier. Okay. On va pas faire n'importe quoi là-dessus, on va vraiment essayer de trouver des personnes avec qui ça fonctionne. Et là, on a dû décider pour donner un peu des échelles, c'est pour des influenceurs entre 3 et 50 000 personnes, par exemple. Okay. Followers, tu veux dire ? Ouais, followers, pardon. 3 000, 50 000 followers. Ensuite, on va avoir tout ce qui est le paid influence. Et donc là, c'est tout ce dont on vient de parler. C'est je paye des posts d'un montant... Il n'y a pas de limite. Franchement, il n'y a pas de limite. Il y a des influenceurs qu'on paye plus de 10 000 € le poste. Donc tu payes au poste aujourd'hui, ça ?
Oui, grosso modo. À la Ok. campagne éventuellement, mais principalement au poste, sur des temps Tu forts. signes pas des contrats à l'année avec eux. On a un influenceur avec qui on a un contrat à l'année, D'accord, ok. c'est tout. Et non, que tu d'ailleurs, sais, il y en a il y a- plus qu'un. Il y a mais- certaines marques qui signent des contrats avec des ambassadeurs qui vont rémunérer à l'année pour un certain nombre de postes et Ouais. une collaboration. Ouais, si, on a un ambassadeur avec qui on travaille sous ce format. Mais je le mets un petit peu à part, Ok. parce que c'est le troisième volet. En fait, donc on a le deuxième volet qui est le pay d'influence. Et là, on n'est absolument pas regardant sur avec qui on bosse, c'est du ROI. Ok. Donc, je peux payer 10 000 € un poste. Si le poste, dans les 24 heures, il me rapporte 10 000 € de marge, je continue. Ok. Et c'est là où on a vu les trucs les plus délirants. Voilà, je peux donner des chiffres, mais on a des return on ad spend en marge de x20 dans les 24 heures sur certains influenceurs avec lesquels on bosse. Donc, je mets 1 000 € et je récupère 20 000 € de marge dans les 24 heures avec certains influenceurs. Mais ils sont longs à trouver. Voilà. Tu nous donneras la liste à la fin. Ouais. Tes concurrents qui nous écoutent. Exactement. Je vous donnerai toute la liste avec les ROI de chacun et voilà. Parce que tout ça, c'est très organisé en fait. Donc aujourd'hui, on a nos listes, on a les ROI, donc on a l'influenceur, on voit combien d'opérations on a fait dans l'année, on regarde sur la dernière opération le volume de nouveaux clients qui nous a été rapporté par le code versus le volume de clients déjà existants. On veut pas qu'un influenceur en fait ce soit du vol de marge. On veut vraiment que ce soit quelqu'un qui vienne nous apporter du nouveau client. On regarde aussi donc les ROI et puis si ces critères sont positifs et alignés, on continue. Et donc il y a un troisième volet qui est notre volet des ambassadeurs. Et là, on travaille avec des personnes avec qui on est affinitairement très proches. Moi, je demande même à ce qu'on les rencontre, à ce qu'on les connaisse, à ce qu'ils viennent au bureau, à ce qu'ils découvrent qui on est, qu'ils viennent à l'usine, tu vois, qui s'imprègnent de Cheers aussi, qu'ils soient sûrs d'avoir envie de bosser avec nous, qu'ils aiment nos valeurs, qu'ils aiment qui on est, qu'ils aiment comment on fonctionne. Et à ça, là, on peut faire un contrat annuel ou mensuel. Et voilà, la règle, c'est donc sur leur compte Insta, par exemple, il y a les petites vignettes où elles précisent qu'elles sont ambassadrices de Cheers. Je parle beaucoup d'ambassadrices et d'influenceuses parce qu'en fait, C'est beaucoup de femmes. ouais, l'impression de photo, c'est un marché principalement féminin et donc on travaille principalement Même avec les l'influence en général, hein, avec Arel, c'est majoritairement des femmes. C'est vrai. Après, on regardait les plus gros influenceurs français là, sur ta plateforme et c'était beaucoup des hommes, Ouais. ce qui est marrant. D'engagement, effectivement, c'était beaucoup des hommes. Donc on a cette influence, on a ce programme d'ambassadeur et on essaie de trouver là. Donc là, c'est pas du tout du volume, c'est vraiment de l'extrêmement qualitatif et on part du principe qu'avec cette personne, on a envie de construire quelque chose sur le long terme. On réfléchit à comment on peut mieux les mettre en avant aussi, nous, au sein de Cheers, pour montrer quels sont nos ambassadeurs, nos ambassadrices. Tu les fais participer à des événements internes, par exemple? Exactement, on fait des événements internes, on les fait venir quand on a des lancements de produits. C'est l'endorsement. Exactement. Et là, il y a vraiment, on travaille avec des gens qui ont des toutes petites communautés, on travaille avec des gens qui ont des plus grosses communautés. On va chercher des profils qui nous parlent et qui nous correspondent et avec qui on sent qu'on pourrait construire une relation sur le long terme. Alors, ça m'intéressera de creuser un peu cette partie relation. Juste pour finir sur la partie organisation, donc tu disais qu'il y a 6 personnes. Ces 6 personnes, elles sont réparties sur ces 3 En gros, il y en a, là, c'est ça? ouais, il y en a 3 sur la France et 3 sur l'international. Okay. La répartition, elle n'est pas vraiment par secteur parce que toutes ces personnes font un peu de tout. Mais en fait, ça demande beaucoup de travail aujourd'hui parce que chaque campagne d'influence qu'on fait, elle est briefée. Ça aussi, je te parlais du fait d'avoir réussi à scaler, c'est grâce à ça qu'on a réussi à scaler, c'est que on scripte le discours qu'on veut voir tenu par l'influenceur au maximum sur la paye d'influence. D'accord. Donc sur le deuxième volet qu'on a décrit. Donc c'est des guidelines que vous donnez aux influenceurs. Yes. On leur dit plus ou moins. Le produit c'est celui-ci. Ouais. On aimerait que tu dises. Il y a certaines personnes avec qui il faut être très didactique et très strict. Ouais. Parce que ça peut partir un peu dans tous les sens. Donc, si on veut éviter ça et qu'on veut bien cadrer, quand on paye 4-5 000 € le poste, on a envie que ce soit bien ce qu'on veut. Quoi. Et t'es d'autant plus légitime pour le faire parce que tu les payes. Et tu les payes. Et donc, tu signes un contrat avec eux? Bien sûr. Ouais. On a des contrats. Parce que derrière, nous, on peut avoir besoin de récupérer la story pour promouvoir éventuellement sur d'autres choses. Ça, c'est... Tu vas utiliser l'UGC aussi On va utiliser l'UGC pour quelques campagnes marketing si besoin. Pas du tout
régulièrement, mais ça peut arriver s'il y a des super stories. Et donc, on scripte tout. Contrat, suivi aussi de la story, du jour. En fait, Cheers, c'est une activité très saisonnière, avec une grosse saisonnalité de Noël. Et donc, si tu veux, notre mois de Noël, il est... comment expliquer ça simplement ? En termes de production, c'est dense. Et en termes général, avec notre budget d'acquisition, Google, Facebook, on arrive relativement bien à projeter. Si demain, je te mets une top star d'influence qui poste un dimanche à 16h, mon pic de production, il va exploser parce qu'en 24 heures, je vais vraiment faire un pic. Du coup, il faut organiser tout un planning du 15 novembre au 15 décembre, séquencé jour par jour, pour répartir déjà la puissance, les mettre ceux qu'on pense les meilleurs. À certains moments. Pour pas qu'on ait des bottlenecks de production, si on en met 15 le même jour, en fait, ça fait qu'on a trop de commandes et que les gens vont recevoir leurs produits en retard. Ça demande énormément de planification alors de votre côté. Planification, script, suivi, tout le reporting. Ok, donc lui, il a bien posté, c'est quoi le suivi de son code? Allez voir que les codes sont pas partagés sur le site de code promo, changer si c'est le cas. Enfin, il y a vraiment tout un travail de bout en bout qui est très prenant. C'est une équipe de 6 personnes, mais qui est bien chargée. J'imagine. Qui sait s'occuper. Et donc, du coup, vous utilisez des outils internes, externes pour... les deux, internes, externes. Ouais. On a développé des outils internes. On fait du Excel. On utilise Call Square pas mal pour le reporting et le suivi des influenceurs avec lesquels on bosse. On a eu 2-3 plateformes pour le sourcing de micro-influenceurs aussi. Okay. Voilà. Et puis ensuite, on a parmi nos 6 personnes aussi, elles passent du temps sur Insta, elles regardent, elles suivent, elles font de la recherche, de mots-clés pour trouver des bons influenceurs, trouver des ambassadeurs aussi. Et... C'est beaucoup d'expertise qui se développe en interne au fur et à mesure. Ouais, exactement. Okay. Exactement. Tu disais, donc tu parlais d'une approche très héroïste, ouais. Et tu as beaucoup parlé de code promo, là. Donc votre manière de mesurer la performance aujourd'hui, c'est quoi? C'est les codes promo principalement? C'est les codes promo, ouais. On n'a pas de lien traqué. On a une problématique, nous, qui est sur le multi-device entre le web, le mobile, donc le mobile étant iOS et Android. On n'a jamais réussi à faire du lien traqué de manière très performante. J'ai bon espoir qu'on y arrive un jour. C'est pas si simple. La magie du digital. Ouais, mais en fait, sur le mobile, il y avait pendant longtemps, par exemple, un truc qui nous a pas mal bloqué, c'est que quand la personne clique sur un lien, quand elle passe par le store pour télécharger l'app, quand elle ouvre l'app, on perd le tracking à ce moment-là. Et bon, là, on est en train de craquer ce problème. Et... Donc toi, tu vas traquer la vente derrière? Moi, ce qui m'intéresse, c'est une vente. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est une vente. Je regarde évidemment les performances de download si je peux les traquer, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la vente. Donc le code promo. Juste pour comprendre, quand tu traques la performance de download, c'est tu vas regarder la concomitance entre un post et le download. Ouais. Par exemple, exactement. Directement. Exactement. Après, tu peux mettre un lien traqué sur le download. Oui. Mais on ne va pas faire le lien entre le download et les ventes. C'est ça. Donc on peut savoir, avec notre plateforme d'attribution, on peut donner un lien à un influenceur et savoir le nombre de downloads qui a été généré. On ne va pas pouvoir forcément le rattacher à des ventes, et là on se sert du code promo. Okay. Et donc, le code promo est devenu un peu un outil de base pour nous, pour suivre les performances des influenceurs. Et vous utilisez une technologie d'affiliation pour suivre ce code promo, ou c'est sur votre Non, c'est sur notre back-office. Ouais, c'est sur notre voilà. On a la chance d'avoir un site e-commerce qui est entièrement in-house. Okay. L'impression de photo, c'est compliqué. C'est pas un site e-commerce classique, parce qu'il y a toute la partie studio photo, avec la création, qui doit générer une commande comme tu la souhaites. Si tu as mis ta photo là ou là dans ton album, il faut que ça ressemble à ça. Donc on a dû tout développer from scratch, ce qui nous permet d'avoir pas mal d'outils en interne pensés juste pour nous. Ouais, c'est un vrai asset. Ouais, notamment la génération de codes promo, le suivi des codes promo. On a tout un truc qui nous permet de s'y retrouver rapidement et facilement. Et les codes promo, ils sont assez galvaudés aussi, assez critiqués, justement, parce que tu le disais très justement tout à l'heure, ils sont vite partagés sur différents sites. Ça reste quand même un bon outil de tracking. Ouais, pour nous, oui. En tout cas, c'est le meilleur que vous ayez trouvé aujourd'hui. Pour nous, oui. Et en fait, il y a d'autres solutions pour éviter ça. C'est de flouder les sites de codes promo avec d'autres codes promo. Ouais. Ce qui évite que les codes d'influence se retrouvent partagés dessus. Donc, il faut être prêt à lâcher un peu de promo, évidemment. Mais si vous envoyez de la promo sur les sites de codes promo, il y aura moins de
tendance sachant que les codes d'influence sont pas les codes les plus waouh. Perturbation avec ces trucs-là. Exactement. Oui, les codes d'influence, c'est souvent le prénom ou le nom, le username de l'influenceur. Oui, mais le montant est pas forcément le montant le plus dithyrambique qui existe, donc c'est pas celui qui va se retrouver le partager le plus vite. Ok. Comment tu compares l'influence aujourd'hui, toi, aux autres leviers d'acquisition? Vous avez un budget de marketing qui, j'imagine, est plus important. Ouais. L'influence, ça représente 10%. 1,5 million, tu disais, c'est à peu près 10% de votre budget market. Exactement. Okay. Et votre autre levier, c'est quoi alors? Bah écoute, dans l'ordre, c'est Facebook, Google évidemment, la télé, donc Facebook, Insta et toute la suite, la télé, de plus en plus de Snapchat aussi. Okay. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Hein. Du Google Ads Ouais, Google, donc, on fait de la perf, du YouTube. La perf, on fait du SIS sur le web, on fait aussi de l'app install avec des campagnes UAC que Google nous propose. Enfin voilà, on a eu un vrai challenge avec Google parce que en 2015, quand on est en train de vraiment exploser sur le mobile, c'était pas facile de faire de l'acquisition d'app install sur Google. Okay. Et on a eu la chance de faire partie du programme Google Scale Up, justement avec cet objectif de réussir à dépenser plus pour réussir à faire de l'app install performante. Et on a réussi. Donc on est très content. Et maintenant Google est la plus grosse source de trafic chez nous pour du mobile aussi. Ouais. Ah, c'est énorme. Donc on est vraiment ravis. Et voilà. Et de plus en plus de télé parce que ça fonctionne pour nous. Et puis maintenant, on regarde un peu tous les autres leviers qui peuvent mass market qui existent. Peut-être la radio demain, la télé dans d'autres pays aussi. Voilà. Hyper intéressant. Quel conseil, toi, tu donnerais aujourd'hui à une boîte qui voudrait se lancer dans l'influence marketing? C'est quoi les best practices? C'est quoi les facteurs de succès? Je vais rejoindre un peu ce que tu disais, que tu avais parlé à d'autres gens qui étaient là tôt. Clairement, la fête est finie. Faut se le dire. Nous, nos coûts d'acquisition influence, ils ont fait x3 là en un an. Donc, si vous arrivez maintenant, la fête est finie, mais l'histoire, la courte histoire de l'acquisition online des 20 dernières années, c'est qu'il y a des nouvelles fêtes tous les 3 ans, en fait. Ouais. Nous, on a eu 2 effets massifs dans le développement de Cheers. Vraiment 2 coups de bol, mais hallucinants. C'est l'ouverture de la plateforme Facebook Ads en 2012 quand on se lance. Donc, on a été les premiers à vraiment masteriser ça. Donc, on retrouve ce côté Eldorado. Il y avait personne. Les grandes marques qui ont des budgets faramineux, parce que c'est pas les startups qui viennent foutre la merde sur un marché de l'enchère. C'est quand L'Oréal, quand Total, quand Danone, ils arrivent avec des budgets de 30 millions annuels, ils s'en foutent de la perf, ils veulent faire de la noto, ils voient que c'est un levier puissant et ils balancent et ils surchargent l'impression. Voilà. Donc 2012-2013, il n'y avait pas encore ça, on a pu vachement grandir et puis petit à petit, notre coût d'acquisition Facebook, il a fait que monter. Deuxième vague, l'influence marketing, les plateformes, donc la chance d'avoir des influenceurs sur Snapchat qui ont pu lever des communautés immenses et avec lesquels on a pu travailler assez tôt et vraiment chercher la perf. Et ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que l'influence va trouver sa maturité, son équilibre entre combien je paye pour ce que j'en attends. Ça va devenir très compliqué pour les petits influenceurs de pouvoir vraiment demander ou gagner leur vie, je pense. Il y a quelques gros qui vont continuer à bien vivre leur vie, mais ils sont chers. Et le pouvoir de prescription, en fait, il a quand même été un tout petit peu altéré par la mauvaise qualité de ce qui a été poussé par les influenceurs en général. C'est-à-dire qu'il y a une défiance quand même. Ils ont tellement poussé de la merde qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'interrogent et qui réfléchissent à 2 fois avant de commander un produit poussé par un influenceur. Et ça, j'ai l'impression que ça a changé un petit peu sur les derniers mois, dernières années. Alors, il y a eu des changements de comportement par rapport à ça, parce que je pense que justement, à la fois les influenceurs, leurs audiences, les marques se sont rendus compte que ça allait trop loin. Ce que tu disais tout à l'heure, faire un partenariat avec un KOL et se rendre compte que 24 heures plus tard ou quelques jours plus tard, il fait un partenariat avec un concurrent en direct
Ça n'a pas de sens, ça a de sens pour personne. Ça perd complètement de l'authenticité, etc. Et donc il y a des pratiques qui deviennent un petit peu différentes. Les influenceurs, les KOL sont plus regardants sur le choix des partenariats. Ils vont chercher à faire des partenariats plus sur la durée. Ça va être dans l'intérêt de leurs audiences et aussi des marques. Et d'ailleurs, ils se professionnalisent, donc ils vont demander des contrats pour être assurés. Et les marques aussi vont être assurées. Tu vois, donc c'est toute une démarche globale de professionnalisation, alors qu'ils accompagnent aussi de moyens qui sont beaucoup plus importants et de marques qui le demandent, parce que les grands groupes dont tu parlais tout à l'heure, ils ont aussi besoin de cette réassurance. Là où vous étiez peut-être plus prêt à prendre des risques avec un gros reward. Évidemment, c'est le jeu. Et donc, pour répondre à ta question, il faut en faire, il faut tester. Je pense que commencer petit et tester et la bonne démarche, tout en se disant que si la personne veut se lancer dans le marketing d'influence, c'est probablement qu'elle travaille dans l'acquisition de trafic pour un produit. Peut-être que maintenant, c'est le moment de se tourner vers les plateformes qui sont pas du tout encore maîtrisées. TikTok en est une. Voilà, nous, on a essayé, ça y est, on a nos premiers influenceurs TikTok, évidemment. On n'a pas encore trouvé le bon truc. Est-ce qu'on fait une Corée Cheers, un challenge? Je sais pas, il y a plein de trucs à imaginer. C'est ça, l'Eldorado, on a l'impression qu'il se prolonge aussi dans d'autres plateformes. Il se décale. C'est ça. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, il faut qu'on soit les premiers sur toutes les nouvelles plateformes qui se diffusent, parce que c'est là où il y a du vent frais, c'est là où il y a de l'authenticité, les gens, c'est pas encore pollué par des marques. Et si je me refais un peu le film, effectivement, 2015-2016, le truc qui était vraiment rigolo, c'est que nous, dans les scripts qu'on préparait, on insistait bien sur le fait que ça devait être authentique. Il fallait que ce soit authentique. Le truc qui m'a fait le plus mal, c'est quand Instagram a dit que maintenant il y allait avoir le petit partenariat rémunéré avec la marque. Je me suis dit, putain, c'est chiant, quoi. Ça va tuer un truc, ça va casser un truc. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'Instagram de réussir à mesurer et pourquoi pas un jour mettre la main sur cette manne financière qui leur échappe, parce que les gens, je sais pas quel est le montant total versé aux influenceurs en direct versus le montant des publicités Instagram, mais je pense qu'il y a quand même une manne financière pour eux, et je les comprends, qui leur échappe totalement, et c'est pas forcément juste. Donc à mon avis, moi j'y ai vu plutôt une tentative de contrôler un peu ce qui se passe, et pourquoi pas ponctionner éventuellement un peu d'argent sur l'influenceur, que forcément de vouloir respecter le cadre légal. Après, pour en revenir à l'action de l'authenticité, il faut aller là où l'authenticité est la plus pure et sur un support qui n'est pas encore galvaudé par toutes ces marques qui vont vouloir y aller. Donc voilà, donc oui, je dirais vas-y, mais sur les médias traditionnels, sur Insta et Snap, aujourd'hui la fête est un peu finie, c'est ultra structuré. Les gros qui marchent, c'est entre 3 000 et 5 000 euros le poste. Donc c'est je suis conscient, c'est une grosse enveloppe pour tester. C'est-à-dire, je vais mettre 3 000 euros pour avoir un post de 20 secondes sur ma marque. Si tu fais juste un post, généralement, ça marche pas, en fait. Non plus. Donc, Et puis ton post, il sera entre un blanchiment dentaire, un thé détox. Donc c'est pas très rassurant, mais il faut quand même tester. Il y a des bonnes surprises. Et les plateformes les autres réseaux que vous regardez aujourd'hui, c'est quoi? TikTok. Ouais. En fait, on regarde... je pourrais te dire Twitch, mais en vrai, ça me paraît relativement éloigné de ce qu'on fait. On n'a pas encore trouvé, il faudrait qu'on regarde. Mais... Pinterest, vous êtes dessus aujourd'hui? Oui, mais vraiment de manière très très light, et on n'a pas trop... à notre connaissance, on n'a pas vu de personnalité ou de personne qui avait un vrai pouvoir de prescription sur Pinterest. Ouais. Je pense que c'est plus un moteur de recherche assez neutre de personnalité. Ouais. Donc on y est, on a des produits dessus, et voilà, mais on pourrait s'y pencher un peu plus. Et un LinkedIn, vous avez pensé? Ouais, on a pensé. Nous, on essaie de penser à tout. On y a pensé. On y réfléchit, et je pense qu'il y a des trucs à faire sur LinkedIn. Ouais. Moi, j'en ai la conviction. C'est un réseau qui évolue très vite. En fait, c'est un réseau qui évolue vite. Les gens ils passent de plus en plus de temps, a priori, pour faire du business. Donc, spontanément, on se dirait, si je fais pas du B2B, je suis pas sur LinkedIn. Mais en fait, sur LinkedIn, il y a toi, il y a moi, il y a ma sœur, il y a ma femme, il y a des potentielles consommatrices de Cheers, et il faut juste trouver le bon angle, je pense, pour leur en parler. Et on se sert, on essaye de réfléchir à dire comment on peut utiliser LinkedIn comme... voilà. On a fait de la publicité LinkedIn sur nos produits, voilà. Et ça marche?
C'est des tout petits volumes pour l'instant, mais l'important c'est de démarrer, je pense. On verra ensuite, quoi. Ouais, faut tester, trouver un ton, trouver un angle, trouver un truc à dire, voilà. Et puis je pense que, en fait, il suffit d'une fois, t'as retourné la bonne pierre, t'as la bonne campagne, paf, ça part, et puis derrière tu déroules, quoi. Génial. Je crois que vous êtes Cheers est une société qui est plutôt engagée, très engagée même, je dirais. Vous avez créé la Journée du Sourire. Je crois que vous reversez 10% de vos revenus mais à des associations, mais tu vas me dire. Vous agissez aussi pour chercher à réduire votre impact carbone, parce que vous avez un métier qui quand même un impact sur notamment impression de papier et autres, du transport, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que vous faites? Donc, on va commencer par le côté green, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur vraiment très fortement chez nous. Il est rentré au centre de nos préoccupations il y a vraiment 2 ans. Non pas qu'on s'en souciait pas avant, mais on a commencé à atteindre une certaine taille, à être structuré d'une certaine manière, où on s'est rendu compte que on pouvait avoir la bande passante pour vraiment faire les efforts. Et donc, j'ai le plaisir de t'annoncer que Cheers est une société qui a eu un impact carbone nul en 2020. Génial. Voilà, ça c'est le fruit de 1 an et demi de travail. On a rationalisé tout ce qu'on pouvait dans la boîte. Ça nous paraissait vraiment important et puis c'est important pour nos équipes aussi, de dire que la boîte dans laquelle elle travaille a pas d'impact carbone sur le monde. Donc ça veut dire que vous avez à la fois réduit votre consommation carbone, mais en plus compensé, c'est ça? Exactement. Donc comment ça s'est passé? Le premier truc, c'est d'analyser. Et c'est pas analyser pour compenser, il faut analyser et c'est très important de réduire. Voilà, on nous a vachement éduqué là-dessus. Il y a beaucoup de boîtes qui analysent et paf, elles compensent à des organismes et voilà. Et c'est important de réduire. Donc on a enlevé tout le plastique de nos commandes, tout. On s'est organisé au bureau pour avoir une gestion beaucoup plus green de nos bureaux. Donc on a fait vraiment le calcul de notre impact carbone total, comment les gens viennent au bureau, est-ce qu'il y a la clim, le chauffage, c'est quoi les transports, toutes les matières premières, tous les achats. Transformation de votre quotidien et de votre d'abord on a fait le bilan quoi. Et on a agi partout où on pouvait. Et il y a encore sûrement des tonnes de choses à faire. Là on a 1 ou 2 fournisseurs qui sont en Asie. Sur 2021, un de nos projets c'est de les rapatrier en Europe pour avoir des produits qui, voilà, ça nous coûtera un peu de points de marge, mais on est prêt à consentir cet effort, on pense que c'est important. Et donc on a au total compensé, donc réduit, et on a dû compenser à hauteur de 20-25 000 euros un organisme qui s'appelle Climate Change. Je sais plus si c'est le nom, mais on pourra le redonner, je pense, dans les commentaires. Et donc on a compensé sur un projet au Pérou. On a choisi tous ensemble où est-ce qu'on voulait reverser de l'argent pour compenser nos impacts de carbone. Tu parlais du papier, c'est un point important aussi. Donc il faut savoir que le papier photo, nous on l'achète à Fuji. Fuji, c'est une société japonaise, mondiale, qui est très regardée. L'ensemble du papier photo qui est fourni vient de forêts spécialement conçues pour la gestion du papier. On n'est pas en train de déforester pour faire du papier photo, c'est des forêts qui sont plantées dans des espaces qui sont prévus pour ça, qui sont découpés, c'est des arbres spéciaux qui poussent vite, qui sont coupés pour faire du papier photo, voilà. Et on est en train d'essayer de faire toute une analyse aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a parfois un biais de perception où on se dit « Ah oui, l'impression, je peux l'éviter », mais en fait, stocker une photo sur un cloud pendant 10 ans, que je regarde jamais, c'est pas du tout une bonne idée pour la planète non plus. Donc on va essayer d'éduquer petit à petit les gens qui nous utilisent à supprimer leurs photos, supprimer les photos qui n'arrivent pas, imprimer les meilleures et supprimer le reste en gros. Il y a 80-100 photos par an qui valent vraiment la peine d'être gardées, qu'on aura plaisir à retrouver dans 10 ans. Les 2500 autres photos, les tickets de parking, les selfies ratés, les 10 photos d'un moment clé alors qu'il n'y en a qu'une qui vaut le coup, celles-là on peut les supprimer, on les met pas sur iCloud, elles vont pas dans un serveur stocké qui va prendre de l'énergie pour stocker ces photos, et puis on imprime les 100 meilleures avec Cheers et tout le reste on supprime. Donc on s'est aussi engagé dans cette mission. Vous avez pris conscience de votre rôle, finalement, de votre responsabilité. Je sais pas si c'est notre rôle, mais en tout cas on se dit peut-être qu'on peut agir et un peu éduquer, déjà nous en premier, mais aussi nos clients sur le côté il vaut mieux imprimer un beau livre photo que je vais garder toute ma vie, que je vais facilement transmettre à mes enfants, plutôt que de garder
10 gigas de photos sur un cloud qui consomme, quoi. Voilà. Donc on est en train de calculer quel est l'impact aussi de garder 1000 photos sur un cloud par an. C'est beaucoup. Voilà. Grosso modo, nos premières estimations, c'est que 1000 photos sur un cloud sur un an, ça correspond à un aller-retour Paris-Monaco en voiture diesel. Voilà. À affiner. Ne prenons pas ça pour... mais c'est pour donner un ordre de grandeur. Okay. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le côté green. Et le volet social, il a vraiment émergé pendant le premier confinement, donc début mars. Comme beaucoup d'industries, on s'est demandé comment on pouvait être vraiment proactif pendant ce coup dur pour tout le monde. Et, on n'a pas la chance d'avoir une industrie qu'on peut facilement switcher pour être utile. Voilà, on n'a pas pu fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique rapidement, donc on s'est dit le mieux qu'on puisse faire, c'est soutenir des associations. Et ce qu'on a fait, on a décidé de soutenir l'association qui nous paraissait la plus en première ligne pendant ce premier confinement, qui était l'Association des hôpitaux de France. En France, on a soutenu la Croix-Rouge en Italie et une autre association en Espagne dont j'ai oublié le nom. Et on a reversé 150 000 euros à ces trois associations, grosso modo sur le mois d'avril. 150 000 euros. 150 000 euros. Voilà, 100 000 euros en France et 25 000 euros en Espagne et en Italie. D'accord. Donc ça a été notre... Vous voyez sur le titre, c'est 10% de vos revenus, c'est ça? Alors, c'est pas 10% de nos revenus, ça c'était 1 euro par commande sur la période. Ouais, c'est... Voilà. 1 euro par commande. 1 euro par commande. Et en fait, donc ça nous a tout de suite semblé hyper naturel de le faire pendant le premier confinement, où on était tous vraiment un peu sous le choc, on avait l'impression, les mots de nos politiques étaient forts, et on s'est dit, waouh, faut qu'on agisse, faut qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire? Mettons-nous en ordre de bataille pour pouvoir aider. Et à la suite de ça, on s'est dit, mais c'est génial, c'est trop chouette, en fait, il y a plein de trucs qu'on pourrait faire. On a cette rengaine en tête depuis pas mal d'années, mais on n'a jamais pris le temps de mettre les choses en place. Et là, on s'est dit, l'occasion est trop belle, maintenant on va structurer ça, on va tous les trimestres verser de l'argent à une association. Donc on les choisit, on en contacte, on essaie de trouver des associations qui ont du sens. Ça s'appelle la Journée du Sourire. La dernière qu'on a fait en date, c'est le Rire du médecin. Donc ça envoie des clowns ou des gens qui font du spectacle dans les hôpitaux pour faire rire les enfants. Cheers, c'est quand même une boîte qui tourne beaucoup autour du sourire. Notre baseline, c'est imprimeur de sourire. On trouve que c'est génial. Et donc on a décidé une journée par mois de redistribuer 10% de notre chiffre d'affaires de la journée à cette association. Et donc ça nous a permis de redistribuer, je crois, un peu plus de 20 000 euros là, sur une journée du mois de novembre à cette association Le Rire du médecin. Et c'est super pour eux, ça correspondait, je crois, à une centaine de spectacles payés dans des hôpitaux. Et voilà. Et donc on continue ça, et c'est important pour nous, c'est important pour nos équipes. On pense qu'aujourd'hui ça fait partie de notre rôle d'entreprise aussi, d'agir, d'œuvrer pour que des associations puissent vivre, qu'il y ait ces gens qui passent leur journée à faire des choses incroyables puissent être financés et puissent continuer à le faire et à le développer. Bravo pour cet engagement. Merci, c'est le début, mais on essaiera de le faire grandir avec le temps. Ouais, c'est chouette. Chez CoSquare, on est aussi très engagé et effectivement, cette année un peu particulière, 2020, a accéléré un peu ce processus. Donc nous, on a décidé de partager l'accès gratuitement à des organismes qui en avaient besoin, que ce soit les gouvernements, des associations, des fondations qui luttaient contre la précarité, par exemple, pendant le premier confinement, ou pour aider la diffusion des gestes barrières. Donc nous, on a la chance d'avoir un outil, CoSquare, et des influenceurs qui permettent de faire ça. On a remarqué aussi, et avec énormément de satisfaction, que les KOL, les influenceurs, se mobilisaient de plus en plus pour faire ça. On en parlait un peu tout à l'heure tous les deux, mais il y a eu, pareil pour les hôpitaux de France, je crois que c'est McFly et Carlito, de youtubeurs qui ont levé 400 000 euros pendant l'année. Je crois qu'il y a The Event aussi, qui a mobilisé énormément de gamers sur Twitch, qui allait les chercher 5 700 000 euros. Pareil pour Amnesty International, je crois. Donc il y a une grosse mobilisation à la fois collective et individuelle, avec des influenceurs qui se déclarent être prêts à aider des mouvements, des associations, des fondations. On a notamment créé le hashtag Influence for Good, ou Offrons notre influence. Et est-ce que pour toi, c'est une
tendance de fond. Je vois ce mouvement des entreprises comme la tienne, comme la nôtre, et il y en a plein d'autres, on n'est pas les premiers. Je vois aussi ce mouvement des KOL individuellement et collectivement. Est-ce que tu penses que ça peut être une tendance de fond parce que c'est aussi une des magies, des pouvoirs de l'influence marketing, tu vois, de promouvoir, d'avoir un impact positif sur le monde finalement, ce que vous cherchez à faire. Est-ce que tu penses que c'est une tendance de fond et est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Quelles sont les idées de l'entrepreneur? Donc, tendance de fond, je sais pas. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'initiatives comme ça popper au cours des derniers mois. Je repensais à cette opération qui avait été menée aussi par des influenceurs de la télé-réalité qui avaient invité des célébrités de la télévision ou du sport sur un live Instagram qui avait duré pas mal de temps. Il y avait 50 ou 60 000 personnes connectées simultanément et ils offraient, chaque célébrité venait et offrait des choses. Donc il y avait, je pense, Jean-Luc Reichmann, Arthur, je me rappelle de Rémi Cabella aussi dans les sportifs, qui pouvaient offrir soit de l'argent, soit un maillot, soit... donc je repense à Arthur qui avait offert, je crois, un aller-retour à Paris en train, plus 1 000 € de shopping à une personne. Donc c'est des trucs sympas, mais je pense pas que ce soit une tendance de fond. Vu comment l'influence s'est structurée ces dernières années, je sais pas si on a encore 2 secondes pour expliquer, mais il y a un truc que je trouve intéressant et c'est important que les gens l'aient en tête aussi, c'est que l'influence donc les influenceurs qui fonctionnent pour nous, il y a énormément d'influenceurs de la télé-réalité qui ont réussi à lever des communautés très rapidement avec des gens qui sont vraiment très attachés à ces personnalités. La télé-réalité aujourd'hui, ils ont bien compris le filon et ils ont construit tout un programme du casting jusqu'à la gestion du compte Instagram de personnalités. Donc comment ça fonctionne? Ils vont créer une nouvelle émission de télé-réalité, donc je sais pas, les Anges, les Marseillais, les Ch'tis, ce que tu veux. Ils vont caster des personnalités. Ils vont scripter toute l'émission pour vraiment donner du coffre à cette personnalité. Donc il va y avoir la gentille, la connasse, la bitch, le beau gosse, l'idiot, le bon pote, le salaud. Voilà, il va y avoir toute une série de personnages très clairs dans lesquels une certaine typologie de personnes vont s'identifier. Ah, moi je l'aime elle, moi je préfère elle. Voilà, ils vont alimenter ils vont créer cette affinité. Exactement, très clivante. Donc ils leur disent, ok, donc tu passes le casting. Je vais dire bon bah super, t'es pris au casting. Par contre, je vais gérer ton compte Instagram sur les 2 années qui vont suivre l'émission et je vais prendre 50% de tous tes revenus d'influence. Et c'est comme ça que ça fonctionne et ça marche et c'est extrêmement lucratif. Voilà, il y a des influenceurs qui peuvent gagner jusqu'à 1 à 2 millions d'euros par an aujourd'hui juste sur les contrats de sponsoring d'influence. Donc en fait pour eux leur vie va changer quoi. Donc ils disent évidemment oui et la boîte de prod en tire aussi une grosse partie. Donc c'est en ce sens et où je pense pas qu'il y ait une tendance de fond sur le côté l'influence marketing va devenir une plateforme pour des initiatives caritatives. Ouais. Ce sera toujours à la main des uns et des autres s'ils en ont vraiment envie, mais c'est une vraie industrie qui est là pour générer du cash et il faut l'accepter. Et puis, ça n'empêchera pas l'un ou l'autre des influenceurs un jour de faire une action caritative et d'utiliser Influence for Good ou au front de l'influence. Mais je doute que ce soit une tendance de fond. En tout cas, des signaux qu'on a, nous, sur le marché, nous laissent plutôt penser que... Les influenceurs avec qui vous travaillez, en tout cas qui marchent bien aujourd'hui, parce que tous les influenceurs ne sont pas des influenceurs issus de la télé-réalité. Ouais, il y a une telle diversité sur Cosquare, il y a 1 700 000 influenceurs. Oui, tout à fait. Il n'y a pas 1 700 000 personnes issues de la télé-réalité. Notre constat, c'est qu'en termes de puissance et de ROI, ce sont les meilleurs influenceurs aujourd'hui en termes de ROI et de puissance de la télé-réalité. Très intéressant. Voilà. Je sais pas pourquoi. Je l'explique pas. Je pense que justement parce que les personnages sont assez bien construits. Ouais. Surtout, c'est des gens qui ont mine de rien, ils ont une authenticité assez forte parce qu'ils passent leur journée à se filmer et vraiment, on est dans leur quotidien. Donc moi, ça pour des raisons professionnelles, ça m'est arrivé d'en suivre quelques-uns. Et ouais, on se brosse les dents. On se brosse les dents avec eux, ouais, ils se couchent, voilà, on les voit manger, on les voit rire. Kim Kardashian, etc. Exactement. Donc en fait, c'est quasiment une télé-réalité qui continue. Donc les gens suivent
Et puis, entre-temps, ils se lavent les dents avec une brosse à dents Signal, ils ont pris 2000 €. Et puis ensuite, ils vont prendre leur petit-déj avec Nesquik. Et ensuite, ils vont imprimer leurs photos avec Cheers. Et toute leur journée, en fait, n'est qu'un long film publicitaire, mais c'est relativement bien fait. Et les gens adhèrent, les gens achètent. Et je trouve que c'est assez bien construit par ceux qui l'ont pensé. Pour en revenir un peu à l'image caritative de l'influence, en tout cas, ça viendra pas par là, je pense. Ouais. Bon, on peut mieux faire. Peut mieux faire. Constat, peut mieux faire. Je te remercie beaucoup, Antoine. C'est l'instant promo. Ouais. C'est quoi les prochaines actus de Cheers? Est-ce que tu as des choses que tu veux partager avec nous? Les prochaines actus de Cheers, grosso modo, c'est pas vraiment une promo, mais nous, on est en train de retravailler tout notre brand design chez Cheers. Donc ça, c'est le gros sujet qui nous attend. Parce que on a envie de... Parfois, on se dit que notre brand design ne rend pas justice à la qualité de nos produits. On a une marque fun, pop et assez facile d'accès, mais parfois, ça peut donner l'impression que c'est un peu des petits produits photos, un peu goodies. Et aujourd'hui, Cheers, c'est principalement de l'album photo. On fait des albums photos de très haute qualité. On a eu la chance de rejoindre un groupe allemand qui fait les plus beaux albums photos du monde. Voilà, chaque année, ils gagnent des prix de le meilleur album photo du monde. Donc, on a la chance de bénéficier de leur production. Et donc, on va travailler un peu le retravail de la marque Cheers pour ça. Et puis, les influenceurs, peut-être. nous, on va le faire on va faire notre petite recette en interne, mais ensuite, ce sera mis en avant par des influenceurs. Et puis, continuer à grandir dans les pays d'Europe où on n'est pas encore dans des positions dominantes. Okay. On est dans une position très dominante en France. Espagne et Italie, c'est en train de bien se construire, mais il y a des nouvelles géographies à aller chercher. Et puis, surtout, on va sortir pas mal de nouveaux produits cette année. On va essayer de recréer des magnifiques albums photos, mais qui donnent vraiment envie, qui soient encore plus beaux que ceux qu'on fait déjà. On va lancer des nouveaux produits, on va essayer de donner plein d'idées pour que les gens aient envie de faire des choses de leurs photos, qu'elles restent pas dans leur téléphone, encore moins sur des clouds, et qu'elles sortent des téléphones, qu'elles vivent, qu'elles s'accrochent au mur, qu'elles se partagent, qu'elles se mettent dans des livres. C'est tellement important, et je trouve que les gens ne réalisent pas aujourd'hui l'importance que ça peut avoir, les souvenirs. Le trésor qu'ils ont dans leur téléphone. Ouais, et l'importance de gérer ces souvenirs. Ouais. Voilà, et je pense qu'on va essayer c'est ça le gros challenge pour Cheers sur l'année qui vient, c'est d'être vraiment une marque qui accompagne ses clients dans la gestion de leurs souvenirs. Parce que c'est pas facile. On arrive à un point où c'est de moins en moins facile. On a tous, dans le téléphone qu'on a actuellement, entre 2 et 3 000 photos, sur des disques durs, potentiellement la même chose. À un moment donné, ça peut devenir assez anxiogène de se dire « Oh là là, mais j'ai toutes ces photos, faut pas que je les perde. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants ?» On va pas leur transmettre des disques durs de 50 000 photos. Donc, je pense que la prochaine étape pour nous, c'est de vraiment accompagner nos clients sur la gestion de leurs souvenirs, les aider à faire le tri, les aider à faire un album en fin d'année. Ça peut être assez fastidieux. Tu te dis « Ah, il faut que je prenne toutes mes photos. » Donc, peut-être créer des outils pour les aider à le faire un peu petit à petit. Tiens, mois de janvier, si tu mettais quelques photos de côté, tu seras content de les avoir mises à la fin de l'année, et ainsi de suite. Tu as fait des belles vacances. Aussi les photos qui se ressemblent, lesquelles tu veux garder. Exactement. Toute cette panoplie d'outils pour que on puisse apporter une réponse vraiment utile aux clients. Donc, on va avoir les beaux produits, mais en plus de ça, on peut être utilisé de manière plus régulière pour faciliter la gestion de ses souvenirs. Je pense que quand on aura réussi à faire ça, Cheers va encore passer un cap et surtout, on apportera une vraie réponse au quotidien des gens dans la gestion de leurs photos. Eh ben, écoute, on ira voir ça avec attention sur Cheers. Merci beaucoup, Antoine. Merci à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures de call marketing et d'influence marketing. Avec Merci. plaisir. Voilà, c'était Antoine, le Chief Emotion Officer de Cheers, une success story. Il a partagé avec nous les recettes de son succès, et notamment le rôle de l'influence marketing. J'espère que ça vous a convaincu. Si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter sur toutes les plateformes. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de cette série.